Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial consacré à l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui totalise ce 20 mars 2024 54 ans d'existence, les contextes particuliers qui traversent la République démocratique du Congo avec une guerre d'agression qui ne dit pas son nom dans la partie orientale. N'est pas donc à la fête, il n'y a pas moyen de célébrer cette journée, mais néanmoins, nous allons organiser une série d'émissions consacrées sur la genèse, l'émission spécifique de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que nous allons au finish jeter le base pour les perspectives. Et pour vous en parler justement de l'OIF, j'ai invité pour vous un homme à ne plus présenté sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit du professeur Mabiala Maoumba, qui est délégué général à la francophonie en République démocratique du Congo. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités pour m'appeler M. Mabiala Maoumba et non pas professeur. Merci beaucoup pour la modestie. Monsieur Mabiala Maoumba, vous êtes délégué général à la francophonie. Le contexte de guerre que connaît la République démocratique du Congo ne permet pas à l'OIF d'organiser ou de célébrer avec faste cette journée ou cette semaine dédiée à la francophonie. Vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie totalise cette année 54 ans d'existence. C'est tout un parcours, c'est toute une vie. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de l'OIF? Okay. D'abord, juste une précision. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, totalise 54 ans. Il n'a pas été dit qu'on ne célèbre pas. C'est nous, la République démocratique du Congo, qui avons décidé de ne pas organiser des cérémonies officielles. Cependant, nous encourageons la société civile à organiser des activités traditionnelles. Il y a des associations qui organisent des concours de dictée, d'orthographe, etc. Nous les encourageons à organiser les activités que la société civile a prévues. Au niveau officiel, il n'y a pas de cérémonie pour célébrer la journée. Ça, c'est au niveau local, au niveau du pays. C'est au niveau du pays. Mais tous les autres pays, libres à eux de célébrer cette journée du 20 mars. Et à RDC, c'est de bonne guerre, c'est une bonne cause. Oui, bien sûr, justement, nous avons estimé que le climat actuel n'est pas à la fête. Et au contraire, c'est une opportunité pour nous pour lancer en quelque sorte une réflexion sur la francophonie que nous voulons. Et là, c'est le thème national. Oui, en quelque sorte. C'est donc important que nous puissions nous arrêter, en quelque sorte, nous poser certaines questions. Nous sommes membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous en tirons? Est-ce que nous pourrions en tirer un peu plus? Si oui, à quelles conditions? Qu'est-ce que nous devrions faire? On va y revenir. Voilà. On va y revenir. C'est même tout le sens de la série d'émissions que nous organisons sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Dites-nous ça a commencé comment? L'OIF a commencé? Alors, l'OIF a été créé le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, à l'initiative, et j'insiste beaucoup là-dessus, à l'initiative d'hommes politiques du Sud. Il y avait le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Il y avait le président Diori Amani du Niger. Il y avait le président Habib Bourguiba de la Tunisie. Et il y avait le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Et ces quatre leaders charismatiques se sont dit, attendez, la colonisation est terminée, mais la France nous a laissé un héritage commun. Oui, nous parlons la même langue. Profitons de cette langue pour coopérer, pour développer des programmes de coopération dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs culturels, dans les secteurs économiques, etc. C'est ainsi qu'est né ce qu'on a appelé à l'époque
Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Et au fur et à mesure, l'agence, les États membres, le nombre d'États s'est élargi et les missions également ont changé au fil des années. Et dans les années 90, l'organisation est devenue plus politique. Donc la dimension politique est entrée. Dimension... Au départ, c'était plus le partage, les pays qui partagent une même langue, qui est le français. Donc c'était une dimension culturelle, c'est ça? C'était une dimension culturelle avec un accent particulier sur la coopération dans le secteur de l'éducation, mais aussi la coopération technique dans différents domaines. Parce que quand on partage la même langue, on peut travailler ensemble, on peut avoir des groupes de travail qui mènent des projets ensemble. Donc au départ, c'était cela l'idée. Et donc après, finalement, l'organisation a pris une dimension plus politique, importante, et notamment à l'époque avec l'arrivée du président Diouf comme secrétaire général. C'était vraiment, si vous voulez, l'apogée de cette transformation de la structure. Et je précise aussi que la charte a été révisée, la charte qui crée l'organisation a été révisée à Madagascar en 2005, si mes souvenirs sont bons. En 2005, oui, effectivement, en novembre 2005, pour réaffirmer ces caractères d'une institution qui sert de lieu de concertation politique, de dialogue politique, mais aussi de coopération économique entre les États membres. Monsieur Mabiala, justement avec l'introduction de la dimension politique au sein de l'OIF, c'est là pratiquement tous les problèmes, parce que l'OIF, qui est aujourd'hui considéré comme un instrument au service des intérêts stratégiques des nations, des pays membres, notamment un espace de concertation, de dialogue politique et de coopération, de solidarité internationale, mais l'OIF n'arrive pas aujourd'hui à résoudre certaines crises entre les pays membres, parce que c'est un espace de dialogue. Aujourd'hui, la RDC est confrontée à une guerre d'agression de la part des pays membres de la francophonie, qui lui-même d'ailleurs a comme langue officielle l'anglais. Paradoxalement, c'est un pays membre de la francophonie, et l'OIF ne sait pas résoudre cette question, même pas en parler. Alors, vous avez... Et pourtant, la dimension politique est là. Est-ce qu'on peut dire c'est de l'omerta, un silence coupable concocté quelque part? Alors, silence coupable de la part de qui? Mais j'aimerais juste rappeler un certain nombre de principes. Quand nous parlons de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un espace de coopération multilatérale. C'est-à-dire, il y a plusieurs États, chacun venant ou veillant sur ses propres intérêts. Et nous, en tant que RDC, nous devons également veiller sur nos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous lançons en quelque sorte cette réflexion. Comment pourrions-nous mieux tirer profit de notre appartenance à la francophonie? Parce qu'il y a des États, effectivement, qui, de façon stratégique, ont décidé, nous allons à la francophonie parce que c'est une organisation à travers laquelle nous pouvons atteindre certains de nos objectifs stratégiques. Vous serez surpris, par exemple, de voir des pays comme le Qatar. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher à la francophonie? Mais ils sont devenus membres de la francophonie. Il y a des pays qui sont très loin, par exemple, le Mexique, qui ont adhéré à la francophonie parce qu'ils savent pourquoi ils ont adhéré, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Eh bien, nous-mêmes, nous, la RDC, nous devons nous poser cette question et nous devons mettre en œuvre ce qu'il faut, prendre des dispositions pour que justement cette structure puisse servir nos intérêts stratégiques. Vous ne voyez pas que même si la RDC exprimait, a envoyé un message fort, adressé une lettre à l'OIF par rapport à ce qui se passe dans l'Est du pays, ça risque d'être bloqué quelque part? Je ne pense pas que cela sera bloqué. Je ne suis pas là pour défendre Madame la secrétaire générale de la francophonie, mais j'aimerais juste expliquer à nos nombreux téléspectateurs que la secrétaire générale est au service des États membres. Au sein de l'OIF, nous nous donnons peut-être
trop de pouvoir par rapport à la réalité, mais la réalité est la suivante, c'est qu'il y a des mécanismes, il y a des structures au sein desquelles les décisions se prennent. Par exemple, il y a une commission politique au sein du Conseil permanent de la francophonie, et le Conseil permanent de la francophonie s'est réuni à peu près 2 à 3 fois par année. C'est un organe où se retrouvent les représentants personnels des chefs d'État, qui discutent et décident de certains aspects, qui prennent des décisions. Par exemple, c'est le Conseil permanent de la francophonie qui a décidé que le Jeux de la francophonie se tiendront, les 9e Jeux de la francophonie se tiendront ici à Kinshasa. Mais après beaucoup de tractations, parce que nous avons appris que ce n'était pas facile, que Kinshasa soit retenu comme... Oui, alors j'arrive justement après beaucoup de tractations, parce que justement c'est un lieu de négociation, c'est un lieu d'influence entre les États. Si vous voulez faire passer un message ou faire passer votre point de vue, il faut convaincre les autres États membres. C'est là que justement notre diplomatie doit faire preuve de plus de ténacité, de plus de persévérance, et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au cours des 4 dernières années, au cours des 5 dernières années, je pourrais dire, il y a beaucoup d'efforts parce que les choses sont en train de changer. Mais retenez sur ce point-là que ce n'est pas Madame la secrétaire générale qui décide, son rôle, c'est d'exécuter les décisions prises par les États membres. C'est comme aux Nations Unies. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies est parfois, disons, frustré parce qu'il y a des choses qu'il souhaiterait faire, mais il n'a pas ce pouvoir. Le pouvoir appartient aux États membres. Par exemple, à travers le Conseil de sécurité. Mais il en est de même. Sa voix est prépondérante quand même. Il en est de même à l'OIF. Ce sont les États membres qui décident et la secrétaire générale met en œuvre les décisions prises par les États membres. Maintenant, dans les décisions, il y a des tractations, il y a des négociations, c'est un jeu d'influence. Et c'est là que nous devons, nous, mettre un peu plus de moyens, un peu plus de présence pour que nous soyons prise de sérieux. Parce que n'oublions pas, la RDC, c'est le plus grand pays francophone en termes de locuteurs après la France. Et considérant notre croissance démographique, notre population s'accroît très rapidement, d'ici quelques années, nous serons le plus grand pays francophone en termes de nombre de locuteurs qui parlent français, de ceux qui parlent français. Et donc, pour nous, on ne peut pas envisager, on ne devrait même pas parler de quitter cette organisation. Au contraire, nous devrions réfléchir sur le moyen de contrôler cette organisation. S'il faut rester dans cette organisation, dans l'OIF, ouais. Parce que vous dites qu'il ne faut pas quitter, c'est une question que j'allais vous poser. Ouais. Il faudra, pour la RDC, faudra-t-elle quitter la francophonie, l'OIF, ou y rester? Alors, justement, qu'est-ce qu'elle gagne justement en restant? Alors, le Rwanda a quitté à un moment donné, vous savez, a adhéré au Commonwealth. Elle a même changé, le pays a changé la langue officielle qui est devenue l'anglais, mais c'est le Rwanda aujourd'hui qui a la tête du secrétaire général. Alors, il y a beaucoup de, si vous voulez, de malentendus là-dessus. Le Rwanda n'a jamais quitté l'OIF. Le Rwanda a adhéré au Commonwealth tout en restant dans l'OIF. Et la charte de l'OIF n'interdit aucun État membre d'adhérer à plusieurs organisations. Le Cameroun est à la fois membre de l'OIF. Laissez-moi terminer. Allez-y. Le Cameroun est à la fois membre de l'OIF et membre du Commonwealth. Le Canada, c'est la même chose. Membre à la fois de l'OIF et membre... C'est à nous, Congolais, de décider. Si nous voulons aujourd'hui adhérer au Commonwealth, rien ne nous empêche de le faire. Évidemment, il faudra qu'on puisse remplir les conditions pour adhérer au Commonwealth, parce qu'il y a des conditions à remplir. Alors, et sur ce plan-là, je reviens à la question pourquoi nous ne devrions pas quitter. Mais je répète, nous allons et nous sommes déjà l'un des plus grands pays francophones. Mais pour nous, c'est un marché potentiel énorme que nous n'exploitons pas. Pensez par exemple, dernièrement, quand nous avons organisé l'année dernière le Jeu de la francophonie. Mais vous savez que nous avons perdu une opportunité extrêmement importante du point de vue de la promotion du tourisme. Nous avons accueilli plusieurs milliers de visiteurs ici.
Qu'avons-nous fait pour exploiter cette opportunité en termes touristiques? Mais les touristes se promènent à travers le monde et c'est tout naturellement, ils préfèrent aller dans un pays où ils peuvent rencontrer des gens qui parlent le français. Moi, j'ai eu l'occasion, comme expert international, fonctionnaire international, de travailler dans plusieurs pays. Et j'ai été extrêmement émerveillé, par exemple, de trouver au fin fond du Cameroun, au fin fond de la Côte d'Ivoire, des mères de famille, parfois des vieilles dames, des grands-mères, qui n'ont jamais été à l'école, mais qui parlaient français. Et comme j'étais là comme expert, je puis travailler avec eux. On a pu échanger. C'est une fierté. Mais c'était. C'est pas une aliénation. Non, c'est pas une aliénation. Je vais répondre à cette question. Ce n'est pas une aliénation. C'est une opportunité parce que le fait qu'au Cameroun, les Camerounais et nous avons le français en partage, ça signifie que nous pouvons faire des projets ensemble. Nous pouvons faire du business ensemble. Nous pouvons développer des projets ensemble. C'est ça Mais avec les Rwandais, on n'a pas le français en partage. Si, nous avons le français en partage. Parce que la langue officielle, c'est l'anglais. Moi, j'ai donné des cours quand j'ai travaillé à l'université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis. J'ai organisé 2 séminaires à Kigali en français. Et donc, il y a encore des gens qui parlent français et à l'heure actuelle, je vous dis que les Rwandais sont en train de renforcer l'apprentissage du français dans le système éducatif. Donc, maintenant, quand vous parlez d'aliénation pour les Français, n'oublions pas, la francophonie prône la diversité culturelle et linguistique. Notre appartenance à la francophonie ne nous empêche pas et ne devrait pas nous empêcher de valoriser notre patrimoine culturel local, de valoriser nos langues. Et d'ailleurs, je vous apprends, là, sur le plan technique, je vous apprends que des recherches ont montré, notamment dans le cadre du programme ELAN, École et langue nationale, des recherches ont montré que les enfants apprennent mieux le français s'ils commencent les apprentissages dans la langue qu'ils maîtrisent, dans leur propre langue. Et c'est ainsi que d'ailleurs, au niveau international, nous avons mis, je vous l'ai dit en tant qu'ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF, nous avons mis en place des programmes pour encourager les États membres à utiliser leur propre langue nationale dans les systèmes éducatifs. Et l'OIF encourage cela. Donc, notre appartenance... C'est ce que vous appelez espace linguistique, la coopération linguistique entre pays membres. Voilà, exactement. Donc, l'OIF encourage la diversité culturelle et linguistique. Et je répète, notre appartenance à l'OIF ne devrait pas nous empêcher d'apprendre l'anglais, ne devrait pas nous empêcher de valoriser nos propres langues nationales. Monsieur Mabiala Maumba, dites-nous la main sur les cœurs, quels sont les dividendes, quels sont les bénéfices que la RDC tire en étant membre de l'OIF? Comparaison n'est pas raison, mais nous voyons les pays membres du Commonwealth, c'est des échanges commerciaux, des échanges culturels, et vous sentez qu'il y a un certain développement. Mais alors, la RDC, vous avez dit deuxième pays francophone au monde, après la France, en termes de locuteurs, et nous sommes en passe d'être le premier pays. Ouais. Et dans tout ça, parler français, oui. Je vais dire un peu comme les Moulouba du vulgaire qui dit français Tchimfalangato. Est-ce que je vais manger le français? Voilà. Alors, c'est justement ces virages que l'Organisation internationale de la francophonie est en train de faire et doit faire. J'étais à Yaoundé l'année dernière, en novembre, oui, au Cameroun, où il y avait conférence ministérielle de la francophonie, c'est-à-dire l'ensemble de ministres en charge de la francophonie dans différents États et gouvernements membres se sont réunis pour adopter la programmation que l'OIF va mettre en œuvre pour les 4 prochaines années. Et dans cette programmation, un accent particulier a été mis sur l'amélioration ou la promotion des échanges économiques et commerciaux entre les États membres de la francophonie. Et vous avez vu certainement, nous avons lancé des annonces, nous avons fait des annonces pour encourager les entrepreneurs congolais à candidater, à appliquer pour des missions
économique et commercial vers la Roumanie, vers le Québec au Canada, parce que justement, ce sont ces échanges. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les Congolais justement? Absolument, absolument. Les Congolais postulent? Absolument, les Congolais postulent. Je vous dis, par exemple, j'ai été très, très ému de voir un jeune qui travaille sur des aspects numériques appliqués en matière agricole. Son projet est très, très, très intéressant. Il a été retenu et au moment où nous parlons, il est déjà en contact avec, grâce à l'OIF, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires au Québec avec qui il va développer des projets communs. Donc c'est ce genre d'initiative que l'OIF doit continuer, doit renforcer. Mais une fois de plus, si nous, en tant que Congolais RDC, nous voulons que cela se développe davantage, mais nous devons nous impliquer davantage. Nous devons prendre justement le contrôle de cette organisation, dirais-je une façon de parler. Mais il faut que nous puissions nous impliquer davantage. Au lieu de penser à se retirer, c'est plutôt penser à ce que nous devons faire pour que nous puissions bénéficier d'une plus grande visibilité, d'une plus grande... disons, pour que nous puissions jouer un rôle plus prépondérant. Et tirer profit de notre appartenance à l'OIF. Voilà. Mabiala Maumba, la RDC a organisé en octobre 2012, si je ne m'abuse, c'était du 12 au 14 octobre 2012, le 14e sommet des sommets des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie. J'ai participé à ces sommets. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est plus la dimension politique qui prend de l'ampleur, qui domine l'OIF, que d'autres dimensions, notamment les aspects culturels et de coopération. Oui. Parce que ces jours-là, je me rappelle, le président Hollande avait pris la parole, il a dit ce qu'il pouvait dire, et d'autres chefs d'État, et c'est plus la politique qui est en train de gérer l'OIF. Alors, effectivement, c'est comme je l'ai dit, à partir d'un certain moment, la dimension politique a eu tendance à prendre le dessus. Mais en même temps, nos chefs d'État se sont rendus compte que l'espace francophone est un espace important, composé d'hommes et de femmes, et que nous devons aller à la rencontre de leurs besoins. Et ça, c'est comme j'étais directeur de l'éducation de la jeunesse à l'OIF, les jeunes avec qui j'ai beaucoup travaillé nous disaient oui, mais nous sommes plus ouverts à l'anglais parce que l'anglais est une langue qui nous offre beaucoup d'opportunités. Nous souhaiterions que le français aussi nous donne une opportunité. Mais effectivement, ils ont raison. Et donc, c'est dans cette perspective-là. Et vous verrez présentement, par exemple, il y a des pays comme la Roumanie, qui n'est pas un pays totalement francophone, mais qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais les jeunes dans ces pays veulent de plus en plus apprendre le français parce que pour eux, c'est un plus. C'est une valeur ajoutée. Ça leur donne une plus grande opportunité de trouver du travail. Et bien, c'est la même chose au niveau général. Nos chefs d'État, nos ministres, quand ils se retrouvent au niveau de la francophonie, pendant le sommet de la francophonie ou pendant la conférence ministérielle, bien, nous devons justement renforcer, les aider à renforcer cette tendance pour que la francophonie devienne un espace économique, un espace d'échanges commerciaux, pour que le français puisse être justement une langue d'opportunité comme l'anglais. Ce qui pourrait même expliquer le thème retenu au niveau national, la francophonie que nous voulons, c'est ça? Ben voilà, la francophonie que nous voulons, et c'est justement, pour moi, c'est important que nous tous, nous Congolais, vraiment comme une nation, faisant partie de la francophonie, et qui est une opportunité pour nous, parce que nous sommes l'un des plus grands pays et en voie d'être le plus grand pays francophone. Pour nous, il faut que ce soit un marché. J'ai un exemple très important, très, pour moi, très symbolique. Il y a un jeune que j'ai rencontré il y a 5 ans, M. Kanik, qui a lancé School Lab, une start-up. Mais j'étais tellement ému d'apprendre 5 ans après que cette start-up a maintenant des succursales dans plusieurs pays. Mais dans quel pays? Des pays francophones. Il est au Bénin, il est en Côte d'Ivoire, et bientôt il va ouvrir une succursale en France. Et donc voilà, pour nous,
dans le cadre du business, l'espace francophone était un marché naturel. Quand nous allons commencer à transformer nos matières premières ici, à fabriquer nos batteries, mais le marché, il faut vendre tout cela. Nous allons vendre où? Mais le marché le plus naturel pour nous, c'est ceux qui parlent français avec nous. On peut y aller et travailler ensemble, faire du business ensemble. C'est cela. Donc, comme l'opportunité que nous manquons. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour les touristes, nous avons manqué cette opportunité pendant les Jeux de la francophonie. Le 9e jeu de la francophonie. Oui. C'est vraiment des jeux qui étaient des jeux les plus populaires du monde. Une francophonie populaire, parce que même des jeunes enfants, des jeunes gens allaient au stade pour suivre le match de basket ou d'autres disciplines sportives. Et pendant cette période, moi, en tant que chercheur, enseignant, j'ai organisé un colloque international ici avec les collègues de l'IFASIC et des chercheurs et professeurs d'autres pays. Il y avait un colloque international qui portait sur le thème de l'éducation en crise. Il y avait une soixantaine de chercheurs et professeurs internationaux qui étaient ici. Et quand le colloque a pris fin, il y a beaucoup d'entre eux qui voulaient bien rester quelques jours pour découvrir le pays à titre touristique. Mais vous savez, la plupart étaient découragés parce que nos conditions pour obtenir les visas, disons, prolonger son séjour, c'est tellement compliqué, c'est tellement cher que beaucoup ont été découragés. Vous voyez, c'est ça que je dis, nous avons manqué l'opportunité d'utiliser le jeu de la francophonie comme occasion pour redynamiser notre politique touristique. Et tout ça, c'est une première expérience. Oui, voilà. C'est une première expérience. Je pense que la prochaine fois, les autorités vont s'y prendre pour capitaliser ces genres d'organisation. J'ai lu quelque part, et je sais que l'information, vous me l'avez confirmé quand on échangeait en off. Vous avez dit qu'il y aura un sommet qui sera organisé en France du 4 au 5 octobre 2024, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de l'OIF. Mais une autre information contraire, c'est la circule, je vais dire dans les réseaux sociaux, qui n'est pas bien sûr une source. Vous êtes là, vous allez me confirmer. Est-ce que la RDC va prendre part à ces sommets? Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas d'informations contraires. Les derniers sommets de la francophonie s'est tenu en novembre 2022 à Djerba en Tunisie, et le prochain sommet se tiendra cette année en France. Et donc, au niveau diplomatique, tout se passe normalement. À ma connaissance, il n'a jamais été question de boycotter ces sommets. Mais beaucoup de Congolais, j'ai lu dans les réseaux sociaux, j'ai lu partout, ils voudraient, par rapport à ce qui se passe dans l'Est, pour montrer notre indignation, parce que la francophonie ne fait rien, l'OIF ne fait rien, parce que vous avez dit qu'il faut exprimer de manière écrite ce besoin pour que l'OIF puisse réagir. Ils souhaiteraient que la RDC ne puisse pas prendre part à ces rendez-vous. Ce type de rendez-vous, c'est un lieu de rencontre où des chefs d'État rencontrent leurs homologues. C'est l'occasion pour chaque chef d'État d'exprimer ses préoccupations. Nous avons nos préoccupations, les autres pays ont également leurs préoccupations, mais c'est un lieu de confrontation. À mon avis, la meilleure solution n'est pas de boycotter ce genre de sommet. Il faut justement être là pour faire entendre notre voix, pour défendre notre position. Et parce que si nous sommes absents, comme on dit, les absents ont toujours tort, et puis nos ennemis, nos adversaires vont profiter de cette tribune pour nous enfoncer davantage. Donc boycotter, à mon avis, à mon humble avis, parce que moi je ne suis qu'un simple petit fonctionnaire, à mon avis, boycotter ne serait peut-être pas la meilleure solution. Donc vous êtes contre la politique de la chaise vide. Mais écoutez, les absents ont toujours tort, comme on dit. Et donc si vous avez une opportunité de vous exprimer, de rencontrer ceux qui peuvent aider à résoudre le problème et que vous n'y allez pas, qu'est-ce que vous aurez atteint comme résultat? Donc il vaut mieux se préparer, parce que ce genre de réunions, de rencontres, ça se prépare à l'avance. Ça se prépare à l'avance et on doit savoir, on y va pourquoi?
quels sont les dossiers qu'on va mettre sur la table, comment on va les présenter, qui on va contacter. Parce qu'il y a des réunions officielles, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que dans ce genre de rencontres, il y a des réunions, des rencontres officieuses, dont on ne parle pas publiquement. Et c'est en quelque sorte un espace de lobbying aussi. Donc, nous avons intérêt à y être, et sans oublier que, par exemple, vous savez, il y a 3 semaines, un député français qui était venu ici en mission c'est l'Assemblée nationale française qui l'a envoyé, qui est venu, qui effectue une mission dans plusieurs pays pour réfléchir sur l'avenir de la francophonie. Et la RDC, c'est l'un des pays qu'ils ont visité, cette mission a visité. Et j'ai été très heureux en rentrant à Paris, mais ce député a fait une déclaration incendiaire pour défendre la position de la RDC. Voilà le genre de soutien dont nous avons besoin. C'est un parlementaire français et qui a vraiment de façon très... Il s'appelle Aurélien Taché. L'honorable Aurélien Taché. Mais vraiment, mais il est venu parce qu'il nous a rencontrés, il a rencontré des jeunes Congolais, des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires congolais, des parlementaires congolais, qui nous ont exprimé ce que nous avions sur le cœur. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous laisser suivre... c'est le propos de l'honorable Aurélien Taché, qui est un député français, qui a séjourné à Kinshasa. Il a eu les informations nécessaires sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment la guerre que nous impose le Rwanda via le M23. Je vous convie à suivre cet extrait et on se retrouve après. Nous devons chercher la paix partout. En Europe, bien sûr. En Palestine, évidemment. Mais en Afrique aussi. Et je voudrais, alors que je rentre du Congo, vous en dire un mot. Je sais, cher Jean-Luc, qu'avec Carlos, Nadège et d'autres collègues députés, vous avez été à Kinshasa. Moi aussi, dans le cadre de travaux que je mène à l'Assemblée nationale sur la francophonie. La francophonie, à travers le partage de la langue, des valeurs de paix, d'espoir et de démocratie, est pour moi ce qu'il reste au peuple face à l'oppression ou aux fautes de leurs dirigeants. Elle est au fond l'énergie de la créolisation. Mais la francophonie doit aussi jouer son rôle pour résoudre les conflits. Et en ce moment, ce sont des centaines de milliers de Congolais, plus grands pays francophones au monde, qui sont pourchassés par des milices venus piller l'est du pays, avec le soutien du gouvernement du Rwanda. Des immenses camps de réfugiés, où le choléra est en train d'arriver, sont installés juste à côté de la ville de Goma. La France doit bien sûr s'y opposer, mais l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'actuel secrétaire général est l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, doit aussi s'exprimer. La francophonie ne peut être au service d'aucun gouvernement. Et alors que son prochain sommet se tiendra cette année à Paris, je fais donc le vœu que, comme me l'ont demandé les jeunes Congolais que j'ai rencontrés, une table ronde réunissant les jeunesses rwandaises et congolaises soit organisée pour qu'enfin le français redevienne la langue de la paix. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ensemble, nous allons mener une très belle campagne pour les élections européennes et ensemble, nous allons mener toutes les suivantes. Merci. Merci Mabiala Maoumba. Nous sommes en train de terminer cette émission. Les thèmes internationaux, c'est encore... les thèmes internationaux, c'est la francophonie que nous voulons. Et à l'international, c'est créer, innover, entreprendre en français. Et ce sera également le thème du prochain sommet de la francophonie qui va se tenir en France. Du 4 au 5 octobre 2024. Du 4 au 5 octobre 2024. Créer, innover, entreprendre en français. Donc ici, on fait la promotion de tous ceux qui ont l'esprit de créativité. Voilà, exactement. D'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, justement. Et ce virage-là dont nous avons parlé tout à l'heure, vers l'économique, vers le numérique, vers l'entrepreneuriat, c'est ces virages-là que la francophonie est en train de prendre et a besoin de prendre. Et c'est ce virage-là qui correspond aux besoins des jeunes. C'est ce virage-là que nous devons pousser. C'est ce virage-là qui correspond à la francophonie que nous voulons. À moins que vous ayez un message à passer
pour tous ceux-là qui nous suivent, parce que vous avez dit que le contexte n'est pas la fête. La RDC traverse une période douloureuse de son histoire, plus de 3 décennies de guerre dans l'est de la RDC, et la population du Nord qui vous suit, des Rutshuru, des Rumangabo, des Kishiché, des Saké, de plusieurs coins du Nord Kivu, une population résiliente qui est en train de vous suivre, aimerait écouter un message de réconfort venant de vous. Mais c'est toute ma compassion pour nos frères et sœurs qui sont dans ces zones touchées par une guerre injuste. J'aimerais juste les rassurer que contrairement à ce que les gens pensent, la francophonie, c'est un espace que nous pouvons exploiter à la fois pour obtenir le soutien dont nous avons besoin de la part des États partenaires, des États membres, mais aussi un espace économique que vous pouvez exploiter pour répondre à nos besoins. Vous savez, chaque fois que je regarde, j'écoute les déclarations de certains États, je vois l'évolution. Vous savez, dernièrement, par exemple, j'étais agréablement surpris d'entendre le ministère français des Relations extérieures et la Belgique également, qui ont fait des déclarations. Qui ont condamné. Voilà, exactement. Mais cela a pris du temps. Mais c'est ça la diplomatie. Les résultats parfois viennent petit à petit, mais nous devons continuer. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons continuer. Et moi, je suis convaincu que nous avons un rôle important à jouer au sein de la francophonie, parce que nous avons des atouts importants. Tirons profit de ces atouts pour justement prendre un peu plus de place et jouer un rôle plus prépondérant au sein de l'espace francophone. Mesdames, Messieurs, je rappelle que j'ai reçu M. Mabiala Maumba, il est délégué général à la francophonie. Il a donné les temps, justement. Vous savez, l'OIF totalise cette année, précisément le 20 mars 2024, 54 ans d'existence. 54 ans, c'est toute une vie. C'est un long parcours. Et la RDC, qui se positionne comme deuxième pays au monde et a le plus grand nombre de locuteurs en français, est en passe de devenir le premier, plus que même le français eux-mêmes. Parce que quand vous allez en France, l'accent du Midi, ouais, on le trouve à Kinshasa, voilà, et en République démocratique du Congo. Les Français se parlent partout, même au village. Ouais. Voilà, c'est par ici que nous refermons cette émission. Espérons vous retrouver demain pour le deuxième numéro. Merci Mabiala Maumba, merci surtout à vous tous de nous avoir suivis et au revoir.